Yo tout le monde. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment sur Facebook et Instagram, vous avez dû remarquer que depuis quelques temps, je poste régulièrement des photos, ou plus particulièrement des œuvres, qui ont été réalisées par une intelligence artificielle, sur laquelle je bosse depuis octobre dernier. Et quand je présente le projet, en fait, il y a pas mal de personnes qui me demandent, qui me posent pas mal de questions sur les applications, sur toute l'histoire de NFT, et la façon dont ça fonctionne. Et la question qui revient le plus souvent, c'est effectivement la méthode de fonctionnement, comment est-ce que quelques lignes de code peuvent générer de l'art. Donc je me suis dit que plutôt que d'écrire un long article assez indigeste sur le domaine de l'intelligence artificielle dédié à la création d'œuvres d'art, j'allais réaliser une petite vidéo histoire de décomplexer, histoire de vulgariser un peu tous les principes qui sont utilisés pour arriver à créer quelque chose. Donc pour ce faire, en fait, j'ai préparé une petite présentation et où j'expliquais en fait comment ça fonctionne. Donc il faut savoir que déjà le principe que j'utilise, l'algorithme, la méthode que j'utilise pour générer cet art, c'est un mélange de deux principes. Le premier s'appelle VQGAN et le deuxième s'appelle Clip, et c'est la combinaison de ces deux principes qui permet de générer de l'art. Alors évidemment VQGAN et Clip pour le moment ça parle à personne, et vous allez voir que c'est des acronymes de termes encore plus barbares, mais on va essayer de les simplifier au maximum. Mais avant de commencer, en fait, je veux préciser que c'est pas du tout un tuto sur l'intelligence artificielle, ce que vous allez entendre dans les minutes à venir. Déjà parce que j'estime que j'ai pas suffisamment de compétences dans le domaine de l'IA en général, mais aussi parce que si c'est un domaine qui vous intéresse, vous trouverez beaucoup plus facilement des vidéos explicatives qui ont été réalisées par des gens beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine-là. Vous pourrez le trouver gratuitement sur YouTube ou sur Google en quelques clics. Donc par rapport aux deux termes que j'utilisais juste avant, à savoir VQGAN et CLIP, le VQGAN, le premier, ça signifie Vector Quantized Generative Adversarial Network, et CLIP signifie Contrastive Image Language Pre-training. Alors évidemment, dit comme ça semble être un peu du chinois, mais on va essayer de simplifier énormément ce principe-là. Pour comprendre un peu à quoi correspondent ces deux notions, imaginez-vous plutôt ceci. Donc sur cette photo, on a du coup deux gosses. À gauche, on a Lily qui jouera le rôle de Vekugan, et à droite, on a Tom qui jouera le rôle de Clip. Comment est-ce qu'il fonctionne et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser cette métaphore avec des enfants? Euh, D'un côté, on va imaginer l'exemple suivant. D'un côté, on a Lily. Lily, c'est du coup la petite demoiselle à gauche. Elle a un talent inné pour dessiner, pour peindre, pour générer de l'art en général. On lui file un pinceau, on lui file un crayon à papier, on lui file des stylos, peu importe. Elle va être capable de générer de l'art très facilement avec un talent inégalé. De son côté, Tom, lui, il sait pas du tout dessiner. Il sait pas du tout dessiner, il sait pas peindre, il est pas du tout dans la génération d'art. Mais par contre, Tom, il a la chance d'avoir beaucoup voyagé. Il a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir sur la planète. Et du coup, dans sa tête, il a énormément de photos, en quelque sorte, de représentations de tout ce qu'il a pu voir dans sa vie. Il a déjà vu des chats, il a déjà vu des chiens, il a déjà vu Paris, il a déjà vu la fusée Ariane, il a déjà vu la Station spatiale internationale. Et en fait, pour chacune de ces photos, pour chacune de ces images qu'il a vues, il sait à quoi ça correspond. Ça veut dire que si je lui montre une image de, je sais pas, de Paris, il sera capable de dire, ok, bah ça c'est Paris, parce que je reconnais la Tour Eiffel, parce que je reconnais le Louvre, peu importe. Mais du coup, c'est la combinaison de ces deux éléments, de Lily et Tom, qui va permettre à cette intelligence artificielle de générer de l'art. Comment? En fait, Lily, de son côté, elle s'est dessinée, mais malheureusement, elle n'a pas énormément voyagé. Donc elle ne sait pas trop ce qu'elle est censée représenter. Du coup, au début, elle va un peu tâtonner. Moi, je vais arriver et je vais demander à mon intelligence artificielle, du coup, je vais demander à ces deux petits talents qu'on a devant nous, est-ce que vous pouvez me dessiner, je ne sais pas, bah, on va reprendre cet exemple-là, est-ce que vous pouvez me dessiner Paris? De son côté, Lily, elle va dire, mais j'ai jamais vu Paris, je sais pas à quoi ça ressemble, donc je vais essayer de faire quelque chose un peu flou, un peu ésotérique, en espérant qu'on ne me tape pas trop sur les dents en me disant non, c'est pas du tout à ça que ressemble Paris. De son côté, Tom, il va regarder ce que fait Lily et il va lui dire ce que tu as fait, ça ressemble pas du tout à Paris. Et en fait, il est capable de calculer statistiquement, précisément, à quel pourcentage est-ce que ce qu'a représenté Lily, ça correspond à ce que moi je leur ai demandé de représenter. Donc au début, elle va faire une image un peu dégueulasse, et Tom, il va lui dire, ça ressemble à Paris à environ 0,3%. Donc vraiment, Lily elle va se dire, ouf, je dois être très très loin. Donc du coup, elle va reprendre son image, et elle va se dire, bon, je vais essayer de modifier un peu ça, est-ce que ça ressemble?
Et Tom, il va dire, ok, ça ressemble un peu plus, on est passé à 0,5%, mais on est encore très très loin d'avoir Paris. Et c'est ce principe, ce système d'aller-retour entre Lily et Tom qui va faire qu'elle va réussir de plus en plus précisément à représenter ce que je leur ai demandé de représenter. À quoi est-ce que ça ressemble dans le concret? Donc comme je vous l'ai dit, c'est une question d'interprétation. Ça veut dire que pour un être humain normal, si vous, moi, je décide d'entretenir une conversation avec un de mes potes et je lui dis, la semaine dernière je suis allé à Paris et c'était un peu nuageux, mais c'était sympa. Et je suis allé sur un rooftop et du coup j'ai pu prendre cette photo et du coup j'ai pu voir la scène en contrebas avec la tour Eiffel en arrière-plan. Mais que je lui montre pas de photo. On peut se dire que lui, dans sa tête, il va s'imaginer quelque chose qui peut représenter, qui peut ressembler à la photo qu'on a à droite. Il va se dire, ok, je vois c'est quoi Paris, je vois à quoi ressemble la Tour Eiffel, je vois à quoi ressemble la Seine, donc je peux m'imaginer une photo qui ressemblerait à ça. Évidemment, il va pas s'imaginer exactement cette photo, mais dans sa tête, c'est à peu près quelque chose de similaire qui va apparaître. Une intelligence artificielle, elle fonctionne de la même manière. Ça veut dire que au fur et à mesure que Lily et Tom ils vont communiquer entre eux, Tom il va dire quand même, quand on parle de la ville de Paris, on se dit il y aura forcément des bâtiments. Quand on parle de bâtiments, forcément il y aura sans doute des fenêtres, il y aura sans doute des portes. Et en fait, c'est cette accumulation d'informations qui va permettre à l'intelligence artificielle de générer quelque chose de plus en plus précis. On appelle ce principe le principe de renforcement, et c'est quelque chose qui est utilisé dans la plupart des intelligences artificielles pour leur permettre d'avoir des résultats de plus en plus concrets. Donc, comme j'ai dit, mon intelligence artificielle, elle va se dire, ok, on me demanderait de représenter Paris, donc je vais imaginer des bâtiments, je sais que dans Paris il y a la Seine, si je veux une vue avec un certain angle de vue, je vais sans doute devoir représenter le ciel, et pour signifier vraiment que c'est Paris, je vais pouvoir représenter la Tour Eiffel. Comment est-ce que ça se passe du coup quand je décide de dire à mon intelligence artificielle, concrètement, représente-moi la ville de Paris? Eh ben, en fait, la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que vous avez sur l'image de gauche. L'intelligence artificielle, elle va se dire, enfin la petite Lily, elle va se dire, je ne sais pas à quoi ressemble Paris, donc dans le doute, je vais faire quelque chose de très très flou. Comme ça, on me dira, ok, on risque de me dire, c'est pas trop à ça que ressemble Paris, mais on me dira jamais, non, ce que tu m'as représenté là, c'est Tombouctou ou c'est New York. Donc du coup, elle fait quelque chose de très très flou. Ensuite, commence ce grand jeu de Lily qui représente quelque chose, Tom qui lui dit non, c'est pas ça. Lily repart sur un autre dessin, Tom lui dit ok, c'est un peu mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et rien qu'en 40 itérations, donc en 40 allers-retours entre Lily et Tom, on passe de l'image que vous avez à gauche à l'image que vous avez à droite. Donc à droite déjà, on commence à se dire, ok, donc déjà on a effectivement quelque chose d'un peu plus concret. On croit repérer des formes qui représentent des bâtiments, on a effectivement une séparation entre le haut et le bas, donc on peut se dire que peut-être que ce trait blanc au milieu, ça pourrait représenter la Seine, même si elle est beaucoup trop large. Mais en attendant, on a quelque chose qui représente un peu plus à ce qu'on pourrait voir si on imaginait une ville. En l'occurrence, là, c'est la ville après quelques pintes de trop, mais on a quelque chose qui ressemble un peu plus à des bâtiments. Là où ça devient intéressant, c'est que comme je l'ai dit, on a un principe de renforcement. Ça veut dire qu'à partir du moment où Tom a dit à Lily, ok, tu tiens quelque chose, Lily, elle va être capable de progresser beaucoup plus rapidement, parce qu'elle a besoin de chercher moins d'itérations ou de sources d'inspiration externes. Sachant que Tom, du coup, sa base de données, les images sur lesquelles il peut se baser, c'est l'intégralité de toutes les images qui sont disponibles en open source sur Internet. Ça veut dire qu'on a potentiellement des milliards d'images qui sont disponibles, grâce auxquelles Tom va pouvoir dire à Lily, ok, tu vas dans la bonne direction, ou non, tu fais n'importe quoi. Du coup, une fois qu'elle commence à avoir quelque chose de plus concret, retenez bien la forme, l'image que vous avez à droite, il suffit de quelques itérations de plus pour arriver à ça. Et là, immédiatement, on se dit, wow, ok. Donc l'image qu'on a sur la gauche, c'est l'image au bout de 70 itérations. Ça veut dire que entre ici, où on en était à 40 itérations, où c'était encore flou, mais on commence à avoir des bâtiments, et ici, où on a quelque chose de beaucoup plus concret, sur l'image de droite, sur l'image de gauche, pardon, il n'y a eu que 30 itérations. Ici, on repère bien immédiatement que les bâtiments sont beaucoup plus précis, on a des toits, on comprend bien cette fois-ci qu'on a effectivement cette notion de ville parce qu'on a un ensemble de bâtiments. Et pourtant, l'image la plus significative, l'image finale qu'a générée l'intelligence artificielle quand je lui ai demandé cette fameuse représentation de Paris, c'est celle qu'on a sur la droite. On a l'impression qu'il n'y a pas énormément de différence, mais c'est là un autre principe, c'est qu'une fois que Tom a dit à Lily, ok, tu tiens quelque chose, elle s'est dit, ok, donc dans l'ensemble, je vois à quoi ressemble la ville de Paris. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de partir plus dans les détails. Donc la ville de Paris, c'est un ensemble de bâtiments.
Un bâtiment, c'est un ensemble d'appartements. Un appartement, ça contient des fenêtres. Et du coup, elle va être capable de repérer et d'avoir cette source d'inspiration pour dire, bah, maintenant que j'ai les bâtiments, je vais pouvoir représenter des appartements de façon de plus en plus précise. Je vais pouvoir représenter des fenêtres, des portes de façon de plus en plus précise. C'est pour ça que le trait est beaucoup plus délicat et euh, beaucoup plus précis au final sur la dernière photo qu'on a. Si on met en place un système de suivi, un système de tracking pour voir au fur et à mesure à quoi ressemblent les itérations entre Tom et Lily, on obtient la vidéo suivante. Et vous allez voir que tout du long, on a effectivement au début quelque chose d'extrêmement flou, et au fur et à mesure que Tom va dire à Lily, ok, tu tiens quelque chose de plus en plus précis, on va voir quelque chose qui, on a l'impression, se fige et qui devient de plus en plus précis au niveau du rendu, pour arriver au final à cette version-là. Donc voilà, c'était la méthode de fonctionnement de cette intelligence artificielle qui utilise du coup ces deux principes, d'un côté Vekyogan, aka Lily, et de l'autre côté Clip, aka Tom, qui travaillent en tandem pour essayer de générer les images les plus précises possibles à partir d'une représentation. Maintenant, les plus fins observateurs ont remarqué que la photo qu'on a ici, on dirait pas du tout Paris. On a effectivement quelques bâtiments, mais on a plus l'impression d'avoir Paris, je sais pas, au milieu du XVIIe, XVIIIe siècle, voire avant, au niveau historique de notre ville. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux principes essentiels pour le fonctionnement de cette intelligence artificielle. Déjà, elle est elle est capable de comprendre des termes extrêmement précis. Ça veut dire que si au lieu de lui dire représente-moi la ville de Paris, je lui avais dit représente-moi la ville de Paris, début d'après-midi, sous un temps pluvieux, je veux exactement deux nuages dans le ciel, le soleil se situe au nord, nord-est, et je veux que la couleur de la Seine soit fuchsia. Il aurait pris tout ça en compte, il aurait répondu exactement ça. Si je lui avais demandé de représenter Paris en 2022, il l'aurait sûrement fait avec des bâtiments beaucoup plus modernes. Donc du coup, si on va avoir le rendu le plus précis par rapport à ce que nous, on va imaginer dans notre tête, il faut spécifier à l'intelligence artificielle tout ce qu'on a imaginé dans notre tête. Le deuxième, et c'est là où ça devient un peu plus tricky, c'est qu'une intelligence artificielle ne dira jamais Ok, tu m'as demandé de te représenter. Enfin, cette intelligence artificielle ne dira jamais Tu m'as demandé de représenter la ville de Paris, je suis allé chercher sur Google, j'ai pris la première image en open source de Paris que j'ai trouvée, et bim, débrouille-toi avec toi, avec ça. Le principe, c'est qu'elle va accumuler, elle va assimiler énormément de sources de vérité, de sources d'informations, et elle va faire une sorte de melting pot de toutes ces sources d'informations pour essayer de générer l'image qui représenterait le mieux la fusion de toutes ces photos-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce genre de résultat. Donc si de votre côté vous décidez de bosser sur un même projet qui utilise ce mélange entre VQGAN et Clip, vous verrez que peu importe la quantité d'informations, le degré de précision que vous fournissez lorsque vous renseignez ce que vous souhaitez que l'intelligence artificielle dessine, vous verrez que vous n'aurez jamais exactement le rendu en question. C'est normal, et c'est même une belle chose, c'est grâce à ça au final qu'on génère de l'art. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, cette méthode de fonctionnement. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé à l'idée de voir un peu plus à quoi ressemble le rendu de cette intelligence artificielle, je vous invite du coup à regarder simplement mon profil sur Facebook ou à me suivre sur Instagram. Vous verrez, je poste assez régulièrement les résultats de cette petite intelligence artificielle.